on peut faire ça? Je sais pas, c'est plus bien faire ça, il faut... Voilà. Ça c'est bon? C'est bon? Vous êtes à l'aise, vous voulez? Je peux voilà. Une, deux, oui. Bonjour à toutes et à tous. Un réel plaisir d'être là. Bonjour à M. Diallo, l'initiateur, celui qui nous a accueillis ici. À l'association des professeurs de philosophie également qui a participé à cette organisation, cette présentation de 12 ouvrages. Le professeur Badondoy vient de dire que les deux peuvent faire un seul ouvrage parce que universaliser pour un dialogue des cultures et Ubuntu ne s'exclut pas, ils se complémentent, ces deux ouvrages-là. Un plaisir d'être toujours en compagnie du professeur Souleymane Bachir Diagne. Moi je dis, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux avec un ton blague, je dis je suis le seul journaliste qui a eu plus d'entretien au Sénégal avec professeur Souleymane Bachir Diagne, et j'ai dit en haut, avertissement, ce que j'ai dit est vrai. Et c'est vrai. Et il y a eu des internautes qui sont venus dire « Ah, félicitations, félicitations », ça a fait un peu un succès virtuel, mais je me suis dit, comme on est à l'ère de l'entrepreneuriat, pourquoi ne pas créer une agence SBD, Souleymane Bachir Diagne, pour ceux et celles qui voudront tout simplement avoir une interview, un entretien, une discussion, ça peut payer avec l'aval un peu du professeur. Quand on dit professeur Souleymane Bachir Diagne, il y a un mot qui suit, c'est disponibilité. Je peux en témoigner, j'en témoigne. La première fois que je l'ai interviewé en présence du professeur Badondoy, j'étais stagiaire. Je l'ai appelé, il a décroché. Et la plus grande peur au monde est que quand j'ai dit professeur Souleymane Bachir Diagne, je voudrais avoir une émission avec vous, et il a répondu oui. C'était ma plus grande peur au monde. Je pensais à un nom pour dire un peu à mes collègues, et pourtant j'ai essayé. Donc merci à ce public en présentiel, merci à ce public virtuel, hein, parce que c'est diffusé sur la chaîne Facebook de Harmattan. Et parmi ce public virtuel, il y a de grandes personnalités au monde qui ont demandé un peu de les saluer. Javier Milei, Viktor Orban, Matteo Salvini, Donald Trump, Elon Musk, Jordan Bardella, Marie Le Pen, Bruno Retailleau, et pour tropicaliser un peu les salutations, Tahirou Sarr. Professeur Souleymane Bachir Diagne, pour parler un peu de votre premier ouvrage, est-ce qu'il ne faut pas dire à ce public virtuel Ubuntu? Merci infiniment. Transformer Ubuntu en salutation pourrait être une excellente idée, en effet. Et dans ce cas-là, je voudrais dire Ubuntu à tous ceux qui me font l'amitié d'être ici présents pour cette conversation avec toi. Te remercier parce que, en effet, depuis la première fois où nous avons eu un entretien télévisé, nous avons développé, toi et moi, une connivence qui me fait le plus grand plaisir. C'est donc avec le plus grand plaisir que je réponds oui chaque fois que tu m'invites. Chaque fois que les espaces où on parle de philosophie ici dans notre pays m'invitent, parce que le paradoxe serait que je ne parle de mon travail et de ce que je fais qu'à l'extérieur et que je ne le fasse pas ici chez nous. Il semble qu'il y a des gens que cela agace que je parle ici. Je vais continuer à les agacer. Alors, et par ailleurs, je voudrais aussi remercier Diallo. Il a eu raison de dire que j'étais ici chez moi. Il a toujours fait en sorte que je me sente ici chez moi. Je remercie mes amis du fond du cœur, le département de philosophie en particulier, que je n'ai jamais quitté. Je n'arrête pas de le dire chaque fois que l'on fait de moi le poster child du brain drain, comment on appelle ça en français déjà, le brain drain, le départ des cerveaux, la fuite des cerveaux. Chaque fois je dis, mais allez dans mon département de philo et demandez-leur s'il y a eu un événement quelconque de quelque importance auquel je n'ai pas participé, ou une thèse à laquelle je n'ai pas contribué en quelque façon que ce soit.
Et donc, je voudrais les remercier du fond du cœur d'avoir toujours fait en sorte que la filia que nous constituons, la communauté que nous constituons, n'est maintenue dans la communauté philosophique sénégalaise. Le département et l'association des philosophes sénégalais. Et voilà, donc Ubuntu, en effet. C'est le hasard des choses qui fait que désormais, ce mot Bantu, devenu un concept éthique et politique, est associé à mon travail. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque cet entretien que j'ai eu avec Françoise Blum et qui a été publié dans le livre, comme étant le livre Ubuntu, lorsque cet entretien s'est terminé, Étienne Anaheim, qui est un collègue de l'école des hautes études en sciences sociales et qui est également le directeur de la maison d'édition EHESS, m'a dit, mais on va prendre comme titre Ubuntu. J'ai dit, écoute, je ne vois pas trop pourquoi, on peut garder simplement entretien. Il me dit, non, parce que maintenant tu es identifié à ce mot-là, et c'est avec un grand plaisir que je m'identifie à lui. Alors, à part Bardella, Trump et les autres, je veux bien dire Ubuntu aux internautes dont tu viens de me parler. Merci infiniment. Merci à vous. Ubuntu, le mot, il est important parce qu'il fait un ouvrage. Pourquoi aller puiser dans la culture bantou pour faire un ouvrage? Autrement dit, le titre qui est un livre d'énonciation anticipée. Et une question annexe, quel serait le bon mot, le mot juste pour parler comme Mahali Gassama, pour le Wolof? Ubuntu serait affilié à quel nom Wolof qui serait peut-être le titre de notre ouvrage parlant un peu de ce chapitre? Alors, d'abord un peu l'histoire du devenir concept de ce mot, de la manière dont ce mot qui est, j'insiste à chaque fois, un mot tout à fait banal au départ des langues bantoues, pas seulement de la langue zoulou, mais des mots bantous, parce que il est par essence même, ce mot est essentiellement bantou. Il a la même racine que bantou, et donc on le retrouve en effet de l'Afrique du Sud jusqu'en Afrique centrale. Ceux avec qui j'en parle, les collègues qui sont des bantous, avec qui j'en parle, ont toujours des variantes pour le mot Ubuntu, etc. C'est un mot. On le trouve commenté, l'une des premières fois où on le trouve commenté dans un ouvrage de philosophie, c'est dans le livre de Alexis Kagame, le philosophe rwandais, dans le livre qu'il a écrit en 1956 et qui s'intitule « La philosophie bantou rwandaise de l'être ». Alexis Kagame a une approche de la philosophie qui repose fortement sur l'analyse philologique des mots des langues bantoues. Et c'est ça qui rend son livre si précieux. C'est ça qui fait de son livre quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ethnophilosophie qui a été critiquée par notre cher Paulin Untonji et auquel Bado a consacré un ouvrage de référence. Alexis Kagame prend une liste de mots bantous, de la langue bantoue, et il va réfléchir philosophiquement à la signification de ces mots. Et ça devient une sorte de lexique, un dictionnaire d'un certain nombre de mots, et il explique en particulier dans ce livre la manière dont dans les langues bantoues on passe du concret à l'abstrait. Comment, à partir d'un mot abstrait, on construit un concept, à partir d'un mot concret, on construit un concept abstrait. Il dit, on le fait en général en ajoutant le préfixe « ou ». Alors, si vous avez le mot « bantou », qui est le pluriel de « muntu », bantou, c'est les humains, les hommes, et Ubuntu, donc les voyelles n'ont pas, les linguistes expliqueront pourquoi les voyelles n'ont pas d'importance ici, c'est la racine « tout » qui est la chose la plus importante. Mais enfin, vous avez le mot bantu, Ubuntu, lequel signifie les humains, et si vous ajoutez le préfixe ou, ça devient l'humanité, au sens de la totalité des humains. Et sa réflexion, la réflexion qu'il ajoute, c'est de dire, curieusement, les langues bantoues ont toutes spécialisé Ubuntu
non pas dans la signification d'une totalité des êtres humains, mais dans l'idée d'humanité au sens où on parle de se montrer humain. C'est difficile en français de voir la nuance, elle est plus facile en anglais. En anglais, vous dites humanness pour parler de l'humanité de quelqu'un, le sentiment humain. Vous avez manifesté beaucoup d'humanness à ce malheureux, et par différence avec humanity. Et donc, si je prends les concepts en anglais, puisque la distinction est faite en anglais, Alexis Kagame explique que Ubuntu a été spécialisé dans la signification de humanness, se montrer humain, montrer de l'humanité, alors que, dit-il, il y a un autre mot maintenant pour parler de la totalité de l'humanité. Mais il s'en tient là, il n'en dit pas plus sur Ubuntu. Et c'est important de voir qu'au moment où il écrit, donc à la fin des années 50, le philosophe qu'il est n'a aucune raison de mettre un accent particulier sur le concept de Ubuntu. Je dis cela parce que à peu près exactement à la même période, donc lui écrit en 1956. Au milieu des années 50, 55-56, il y a eu en Afrique du Sud la grande rencontre des différentes organisations progressistes qui ont fait un grand congrès très important pour parler ensemble de ce que devrait être l'Afrique du Sud post-apartheid. Il y a eu là, évidemment, des différents partis politiques, dont le plus important était l'ANC de Mandela, bien sûr. Il y avait également les grands syndicats sud-africains, et il y avait aussi le Parti démocrate, essentiellement blanc et communiste. C'était en général les blancs communistes. Bref, tout ce monde-là se réunit et élabore une sorte de charte de ce que serait l'Afrique du Sud une fois libérée de l'apartheid, ce que devait être le combat contre l'apartheid. Le mot Ubuntu n'est pas prononcé à ce moment-là, mais visiblement c'est lui, rétrospectivement, quand on voit ce que c'est devenu, c'est lui qui est en quelque sorte le climat, c'est lui qui constitue le climat dans lequel cette grande rencontre s'est tenue. Et donc, au début des années 90, 1994, l'Afrique du Sud post-apartheid arrive au jour, c'est le moment où le mot de Ubuntu va devenir cette fois-ci un concept philosophique, éthique et politique. Autrement dit, la philosophie, c'est cette démarche qui consiste à prendre les mots de la langue et à les transformer, à les reconstruire en concept. Que signifie reconstruire en concept un mot de la langue? C'est voir à un moment donné que ce mot peut se charger d'une signification telle qu'il va permettre de formuler les problèmes qui se présentent, qui se posent, et qu'il va permettre d'explorer et d'analyser ce problème. Donc, tous les mots de la philosophie n'est pas une langue spéciale, elle est un usage spécial de la langue. Autrement dit, dans le cadre philosophique, les mots prennent une signification qui est liée évidemment à leur signification banale dans les mots de la langue, mais une signification qui est telle qu'on voit bien qu'il s'agit non plus seulement de mots, mais de concepts opératoires qui vont avoir une efficacité, une efficience, une efficace, comme on dit dans notre jargon, dans le champ social et politique. Et c'est à cette construction-là que vont procéder Desmond Tutu et Nelson Mandela, essentiellement d'ailleurs Desmond Tutu, qui va lui donner une sorte d'orientation éthico-théologique. Pourquoi? Parce que le problème qui se posait, qui était à la fois un problème éthique et un problème politique, c'était le problème de la constitution d'une Afrique du Sud hors de la logique des tribus. Les tribus avaient été la définition même du régime sud-africain, puisque apartheid, étymologiquement, ce mot qui signifie séparation, apart, être à part, donc c'est la même racine, c'est une racine anglo-saxonne,
et hide, qui est aussi une manière anglo-saxonne de constituer un terme abstrait. Donc le fait d'être séparés, l'idée selon laquelle les cultures humaines par nature doivent être séparées, qu'elles ne doivent pas se mélanger et que la pire chose qui puisse arriver, c'est le mélange, c'est le métissage. L'apartheid sud-africain est une machine de guerre contre le métissage humain, contre ce que Édouard Glissant va appeler plus tard la créolisation du monde. Et donc, il s'agissait d'opposer à la logique de la séparation des cultures humaines et de leur simple juxtaposition une logique de la constitution d'une humanité commune. L'apartheid disait qu'il n'y a pas d'humanité, il n'y a que des humanités. Eh bien, il s'agissait de mettre en place un concept qui dise il y a quelque chose comme l'humanité qui doit être un principe régulateur, qui doit être notre horizon, qui doit être le principe même des actions que nous allons mener. Et c'est comme cela que le mot de Ubuntu a été forgé et pensé et construit comme un concept philosophique et non plus seulement comme un simple mot. Et c'est la raison pour laquelle il va apparaître dans le premier draft, dans le premier brouillon de la Constitution sud-africaine. Et c'est très important parce que c'était la première fois qu'un mot des langues indigènes apparaissait dans une constitution moderne. Et donc Ubuntu va apparaître dans le premier draft avec la définition que lui donne pour l'essentiel Desmond Tutu, et il va disparaître dans la constitution définitive de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, si vous lisez la constitution de l'Afrique du Sud, vous ne trouverez pas le mot Ubuntu, mais la définition, elle, est restée. Le mot n'avait plus grande importance dès lors que le concept et sa définition figuraient bien dans la constitution sud-africaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Deux choses. D'abord que voilà ce que signifie construire philosophiquement un concept à partir d'un mot banal de la langue courante. Et deuxièmement, la raison pour laquelle ce concept a été mondialisé, a été globalisé par Desmond Tutu, qui fait que maintenant, d'ailleurs, si vous googlez Ubuntu, les premières choses que vous allez voir, c'est une relation avec l'informatique. Parce que des logiciels dont on insiste sur le fait qu'ils ont fonction de faire de l'unité, de faire de la sociabilité, de faire société, ont été appelés de ce nom de Ubuntu. Ça, c'est un premier aspect. Et deuxième aspect, pourquoi est-ce que Ubuntu a eu ce rôle-là? Parce que sa signification, dont Desmond Tutu dit qu'elle est très difficile à traduire dans les langues européennes, mais tout est difficile à traduire de toute façon. On y arrive quand même. Mais il indique que c'est difficile à traduire parce qu'il y a deux choses dans ce mot qui sont importantes. La première chose, c'est l'idée que l'humain n'est pas un état, mais un devenir. Qu'on devient humain. Naître humain, c'est avoir la responsabilité de faire de soi-même un humain, de s'inventer comme humain. Et tu vas voir que ceci me permet de commencer à répondre à ta question. Je suis en train de faire un long détour, mais je vais venir à la question précise que tu m'as posée. La deuxième composante, c'est que cette humanité que nous avons à construire, nous la construisons dans la réciprocité et dans la relation. Je construis mon humanité, nous co-construisons nos humanités. Une des traductions possibles de Ubuntu, c'est une co-humanité. C'est si on veut absolument traduire en un seul mot. Bref, c'est l'idée que nous avons à devenir humains et que nous le devenons ensemble. Comme le dit le proverbe qui est souvent cité comme définition de Ubuntu, Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Être humain, on est un humain devient un humain à travers d'autres humains. On a trouvé que l'équivalent, c'était une sorte de cogito inventé par le prêtre anglican John Beattie, qui dit I am because we are. Je suis parce que nous sommes. C'est une mauvaise traduction de Ubuntu parce qu'on n'a pas ces deux composantes-là. Alors pourquoi maintenant ceci est une réponse à ta question? Parce que Desmond Tutu explique, et une autre Bantou,
zimbabwéenne celle-là, qui est une jeune philosophe extrêmement prometteuse sud-africaine. J'ai eu le plaisir de participer à la soutenance de sa thèse, explique, et pour expliquer Ubuntu, dit que quand elle était petite, sa mère, quand elle faisait une bêtise, sa mère lui disait sois Ubuntu. Donc, sois humain, comporte-toi comme un humain. Tous les wolofophones qui sont dans cette salle sont en train de penser nekkal nit. Et vous avez raison. Ça veut dire que nous faisons exactement la même chose. Et nekkal nit yo. Ça veut dire que ce que nous mettons derrière le mot nité, c'est exactement aussi là l'analogue fonctionnel de ce qui est entendu par Ubuntu. Et donc, alors, déjà philologiquement, est-ce que le rapprochement peut être fait entre la racine Ntu et le mot nit? C'est très controversé, il ne faut pas aller dans cette direction-là, parce que vous savez, les analogies de cette nature-là, on peut les construire toujours. Si vous vous mettez à regarder les analogies entre, je ne sais pas moi, le finlandais, le finnois et le diola, vous allez toujours trouver des analogies possibles. Et donc, pour rester dans le cadre strict de la précision scientifique, il faut éviter de faire des rapprochements hasardeux de cette nature-là. En revanche, quand vous avez une approche de philosophie comparée, il est tout à fait logique de voir en effet que Ubuntu, de ce point de vue-là, a dans la langue Wolof un analogue fonctionnel qui est nité. Parce que nité signifie aussi que nit a la responsabilité et la tâche de devenir nit. Pour paraphraser une phrase célèbre, on n'est pas humain, on ne naît pas humain, on le devient. Eh bien, c'est exactement la même chose, et donc le rapprochement peut être facilement fait. Je l'ai fait, ce rapprochement, dans un article que j'ai écrit, un article de comparaison de Ubuntu et de Nité. Je l'ai publié, je crois, il est publié dans le catalogue du Palais de Tokyo pour une exposition qui était faite sur Ubuntu, et on m'avait demandé de faire un article. Je crois que c'est le seul endroit où je l'ai fait, et je compte le faire. Et je compte le faire de manière peut-être plus systématique, Inch'Allah, dans un futur proche. Oui, professeur Ganon et docteur Aliba vont nous aider pour la traduction en poulard, Niti. En poulard, ça donnerait quoi? Peut-être dans les prises de position. Selon des tours.